cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Lundi 12 mai 2025, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes. L'actualité internationale va se décrypter sur ESAE Télévision. Tout de suite et maintenant, le Soudan, le Vatican, l'Ukraine et l'Arabie Saoudite s'invitent cet après-midi. Qui d'autre que Morgane Assogba Metonji, consultant en géopolitique pour décrypter l'actualité. Bonsoir Morgane. Bonsoir Tatiana. C'est toujours un plaisir. Hein? Le plaisir est partagé. Alors très rapidement, hein, dites-nous un peu comment est-ce que la CIM s'est passée. Oui. Très rapidement. Très intéressant. Hein? Beaucoup de jeunes dynamiques qui ont représenté les 15 États qui étaient dans la CEDEAO, c'est-à-dire les 12 qui y sont et les 3 autres qui sont partis, qui ont été invités. Beaucoup d'interactions, beaucoup de réflexions, des draft résolutions qui ont été adoptées, la participation d'autorités comme la CEDEAO, la Belgique, le directeur exécutif de l'ITRIPS. Donc on avait quand même beaucoup d'experts, hein, sans oublier Didier Samson qui a vraiment partagé des avis assez bousculant au niveau de la CEDEAO, ce qui a rendu les débats très enrichissants. Donc je pense que c'était assez réussi et que les éditions prochaines, qui bénéficient déjà de beaucoup de soutien, je passe par cette opportunité pour remercier ESAE pour l'effort que vous nous avez fait dans l'accompagnement, surtout au niveau de la communication et aussi du soutien. C'est magnifique et on sait que les éditions prochaines seront plus merveilleuses. De toutes les façons, nous espérons que la CEDEAO ne mettra pas les résolutions dans les tiroirs, hein, du côté d'Abuja. C'est un espoir qui est plus ou moins déjà assuré, puisque on a quand même échangé avec l'ambassadeur qui nous a promis que ce qui a été fait sera certainement pris en compte. Et il se peut qu'on ait des jeunes qui soient même invités à assister aux sessions. On est dans la démarche quand même pour que le plaidoyer soit effectif. Voilà, merci à vous Morgane. Là, nous allons du côté du Soudan. Fourniture d'armes à Khartoum, Amnesty International pointe du doigt la Chine dans une publication d'un rapport mettant en cause Pékin comme par hasard. On pointe encore la Chine du doigt concernant ces armes et je sais pas où c'est ironie du calendrier ou chance du calendrier, la Chine demande à ses ressortissants de quitter Khartoum. Oui, vous savez, c'est déjà un comportement compréhensible d'un point de vue purement diplomatique. Toute institution ou entité diplomatique qui ne se sent pas bienvenue dans un espace donné, on parlera en termes diplomatiques de persona non grata, même si ici ce n'est pas déclaré, mais faire allusion à de pareilles implications de la Chine vient à entacher l'image que la Chine est en train de se donner, surtout sur le champ de partenariat économique au développement. Mais est-ce que dans le fond, il n'y a pas de probabilité que ce soit vrai? La probabilité est forte, que ce soit pour la Chine comme pour tout autre État qui estime être une puissance dans le giron géopolitique aujourd'hui sur la scène internationale. Quand je parle de tout autre État, je parle des 5 permanents, je parle de la Russie, je parle des États-Unis, je parle de la France, du Royaume-Uni, qui parmi ces États, de façon peut-être pas officielle, mais de façon officieuse,
pourrait dire qu'il ne s'est pas retrouvé à soutenir un ensemble d'acteurs dans une perspective de défendre ses intérêts. Oui, mais lorsque, dans le contexte soudanais aujourd'hui, on pointe les armes de fabrication chinoise, alors que jusqu'à là, ces armes qui soutiendraient, je dis bien entre griffes, les paramilitaires, alors que jusqu'à là, on n'entendait pas vraiment la Chine dans ce couloir-là. Est-ce une façon de dire que la Chine qu'on croyait, entre griffes encore, meilleur élève dans ce domaine, commence à se révéler un véritable, comment dire, trafiquant, si tu veux? Non, vous savez, je continue de dire que c'est pas nouveau dans la pratique des relations internationales. C'est vrai que c'est contraire à la pratique du droit international, mais dans la pratique des relations internationales, quand vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, les puissances entre griffes de ce monde ont soutenu des groupes dans une perspective de défendre leurs intérêts, parce qu'une fois que ces groupes sont établis en tant que leaders officiels de ces pays-là, ou même ne serait-ce que leader partiel, regardez la RDC, les puissances installent dans ces pays des industries qui leur permettent de tirer profit en général des ressources de ces pays-là. Et quand vous parlez du Soudan, il y a des ressources au Soudan. Et c'est bien de dire que les forces, les FSR étaient ravitaillées par la Chine, mais dans une perspective de comprendre qui ravitaillait l'autre partie du général. Mais on n'a pas dit là. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est de bonne guerre sur le plan des relations internationales, mais sur le plan du droit international, c'est clair que ce n'est pas encouragé. Alors, aujourd'hui, on constate quand même que ce conflit soudanais regorge quand même de plusieurs intermédiaires. Une fois déjà, on a cité les Émirats arabes unis comme étant, faisant aussi partie intégrante de ce conflit. Aujourd'hui, c'est la Chine. Oui, c'est pas surprenant. Vous savez, il y a beaucoup de raisons, ou sinon il y a plusieurs raisons qui expliqueraient l'intérêt des acteurs majeurs de la scène internationale pour ce qui est du Soudan. Et cet intérêt ne date pas que d'aujourd'hui. Et ce qui a fait chuter Béchir, c'était surtout sa difficulté à pouvoir non seulement gérer la montée des revendications des populations, mais c'est surtout la capacité des acteurs majeurs de la scène internationale à accompagner les paramilitaires. Les paramilitaires. Et donc, après la chute de Béchir, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Libye, mais simplement que ici, il ne s'agissait pas d'une déstabilisation de nature à affecter totalement l'ensemble de la région concernée. Déjà que cette région faisait face à ses propres difficultés. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est simplement qu'après le départ de Béchir, il s'est posé la question de savoir qui va bénéficier du soutien de la majorité des acteurs majeurs et donc permettre à ceux-là d'avoir leurs intérêts en jeu et défendus. Il s'est avéré que les leaders ont beaucoup plus penché pour un acteur de la scène internationale que les autres, et les autres ne voulant pas rester en marge, ont saisi l'opportunité de jouer leur jeu. L'Arabie Saoudite, c'est tout à fait normal parce qu'elle a aussi des intérêts, et il faut dire, qui dit Arabie Saoudite, voit quand même de l'autre côté les États-Unis dans une perspective de vouloir... Mais là, on n'a pas encore cité l'Arabie Saoudite. Lorsque le ministre adjoint de la sécurité des Émirats arabes unis déclare, je cite, « Ces affirmations sont sans fondement et dénuées de toute preuve. » Pourquoi cherche-t-il à dédouaner l'Émirat? Oui, c'est normal. Je dis toujours... Alors que dans les différents rapports, l'Émirat arabe uni est nommément cité. Oui, rapport produit par Amnesty International, qui est une structure qui est basée aux États, je pense aux États-Unis. Donc vous n'avez pas confiance en ce rapport, vous ne croyez pas à ce rapport, c'est ça? C'est pas une affaire de confiance. Je continue de penser que les experts qui rédigent les rapports en fonction des informations qu'ils reçoivent. Maintenant, a priori, quand il y a un rapport, pour se rassurer du contenu,
il faut toujours une contre-expertise qui doit être commanditée. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas toujours cela. Et il faut rappeler que il y a des recherches qui ont montré que il y a plusieurs organisations de cette envergure qui parfois ont des rapports qui s'éloignent de la réalité. Donc, je continue de dire que oui, les rapports sont certainement plus ou moins fiables, mais c'est tout à fait logique pour un État de remettre en cause le résultat de ces rapports, étant donné que l'État n'a pas forcément été associé et ne peut pas confirmer la source ou la véracité des informations qui ont été fournies dans ces genres de rapports. Alors, on se rappelle déjà qu'il y a quelque temps déjà, l'ambassadeur de Chine près le Soudan avait été sommé de s'expliquer il y a quelques jours ce que la Chine a répondu qu'elle n'avait rien à voir avec la présence d'armes. Aujourd'hui, avec ce rapport-là, est-ce que c'est encore possible pour Pékin de se dédouaner? Vous savez, l'attitude ou les déclarations de la Chine ne sont pas dans une perspective de se dédouaner, mais c'est beaucoup plus dans une perspective de rester conforme au droit international, au vu et au su de la scène internationale. Maintenant, pour ce qui est des rapports de force et des différentes dispositions prises souvent par les États ou les puissances pour faire en sorte que leurs intérêts soient hautement défendus, je pense que la Chine va assumer le fait qu'elle est en train de défendre ses intérêts, mais ne peut pas, comme tout le monde, oui, ne peut pas dire au vu et au su de tout le monde que bon, la Chine, vous savez, le marché des armes est un marché très lucratif pour la plupart des puissances. Et non seulement c'est lucratif, il y a des dispositions qui sont prises pour que la commercialisation dans des zones de conflit ne soit pas forcément et directement liée aux États. Et donc, les États permettent... Aux individus, oui, mais pas aux États. Pas aux États. Okay. Donc, peut-être on pourrait, si on s'intéresse au rapport pour voir le contenu, on pourrait se retrouver à voir qu'il y a des entreprises, peut-être qui sont dans le domaine de la commercialisation des armes, qui sont basées en Chine, donc des entreprises chinoises. Mais est-ce que cela signifie tout de suite que l'État chinois est impliqué d'un point de vue du droit international? La réponse serait non. Et donc, on comprendrait donc cette capacité de l'État chinois à dire, ben écoutez, nous n'y sommes pour rien. On a vu ce qui s'est passé avec Wagner. La Russie n'a jamais reconnu publiquement que Wagner était son bras armé. Mais on sait que derrière les coulisses et dans la pratique même de Wagner, c'était purement et simplement les intérêts de la Russie qui étaient défendus et jusqu'aujourd'hui, ça l'est. Alors, pour sortir de ce sujet, une question à deux volets. D'abord, l'Émirat arabe uni est très souvent cité dans cette guerre soudanaise. Alors, la première question, le premier volet de ma question, c'est de savoir pourquoi cet intérêt de l'Émirat arabe uni dans ce conflit soudanais. Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce que l'Émirat arabe uni livre une guerre par procuration au Soudan? Déjà, pourquoi l'intérêt de l'Émirat arabe uni? Je pense que ici nous avons affaire aux enjeux géopolitiques, toujours. Ce qui se passe au Soudan ne laisse objectivement personne indifférent, surtout lorsqu'on regarde le comportement des acteurs et ce que représente le Soudan dans cet espace géographique. C'est beaucoup en matière de ressources, c'est beaucoup en matière de géopolitique et de géostratégie. Et donc, aujourd'hui, les Émirats s'impliquent dans des enjeux géopolitiques de cette zone. Est-ce que cela est dû à cause de l'or noir? Naturellement, l'or noir fait partie des raisons. Et parler de guerre par procuration, c'est aussi tout à fait logique. Parce que les Émirats ne peuvent pas se permettre de se retrouver sur le territoire soudanais armés pour dire qu'ils sont en train de défendre leurs intérêts. Et ce serait une agression, une violation du droit international. Et donc, n'étant pas capables de le faire, les Émirats font comme tout autre acteur
En l'occurrence, tout à l'heure, on a parlé du cas de la Chine. Tout autre acteur de la scène internationale qui souhaite défendre ses intérêts sur un territoire est parfois et souvent amené à identifier des forces dissidentes et à soutenir ces forces dissidentes dans leur quête de conquérir ou de prendre le leadership. C'est pareil que ce qui se passe en RDC. On a beau parler de l'implication du Rwanda et on sait aussi le processus de développement du Rwanda dans sa commercialisation d'un ensemble de ressources qui, dans la pratique, n'existent qu'en RDC. Donc je pense que tout ceci est clairement en désaccord avec les pratiques homologuées, c'est-à-dire le droit international, mais tout ceci a été accepté dans les pratiques des relations internationales jusqu'à ce jour. Et c'est là où je me pose parfois la question de savoir pourquoi est-ce que les gens sont étonnés de ces pratiques. C'est vrai, les populations ont le droit d'être étonnées, mais les acteurs de la scène internationale, les acteurs politiques sont au courant et savent que quand vous remontez l'histoire des pratiques, les États se sont toujours comportés comme ça. Mais c'est tout à fait clair de dire qu'il faille mettre fin à cela parce qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et l'intérêt des peuples doit être mis en avant dans de pareilles circonstances. Et ce n'est pas le cas au Soudan. Nous quittons le Soudan pour le Vatican. Robert François Prévost, successeur du pape François, les chrétiens catholiques ont vu la fumée blanche à Bemoussa, Pampam. Naturellement, la fumée blanche a conduit l'Église du Vatican vers un nouveau pape qui reste, plusieurs ont été dans la perspective de voir un pape africain, mais ont été tout de suite encore, ont dû faire face à une désillusion, à un désenchantement. Pour les chrétiens, c'est un pape qui a été choisi et donc il a une mission, c'est de conduire la chrétienté. Est-ce qu'il pourra le faire? Naturellement, il devra le faire puisqu'il dispose de tout un gouvernement, parce que c'est ce qu'il faut rappeler. Le pape, c'est un chef d'État, c'est un chef de gouvernement. Le Vatican est considéré comme un État. Un État dans un État. Dans un État. Et donc, je pense que en lui donnant tous les attributs d'État, on va devoir faire fi de l'attribut religieux. Sur le plan religieux, tout est parfait, il n'y a rien à dire. Ce qui doit être fait est fait. Mais sur le plan étatique, considérant le pape comme un acteur de la scène internationale, je pense qu'un pape qui nous vient de l'Amérique du Nord, déjà comme les bruits courent, c'est tout à fait logique de voir que les États-Unis ont certainement joué un rôle cartésien si on doit rester dans la sphère étatique et on doit rester dans la pratique des États. Et on sait aussi que quand on parle de chrétiens, quand vous allez aux États-Unis, il y a quand même une grande partie du peuple américain qui est chrétien. Oui, mais comment comprendre que c'est quand même un pape qu'on n'attendait pas? Tout comme François qui n'était pas attendu, là aussi on a eu droit à un pape qu'on n'attendait pas et qui a décidé de porter le nom de Léon XIV. Alors ce nouveau pape qui est américain, comme vous l'avez dit, qui est également progressiste, à quoi devrons-nous nous attendre? À tout. Déjà, on devrait espérer que son attitude soit plus religieuse que politique. Parce que selon l'option qu'il choisira, on pourrait se retrouver à faire face à beaucoup de difficultés. S'il décide de mener des actions beaucoup plus religieuses que politiques, je pense qu'on va voir un pape qui va continuer dans la lancée de son prédécesseur, qui va chercher à mettre l'Église au cœur d'un certain nombre de facteurs progressistes. Et donc, qui va naturellement se heurter à ceux qui ne sont pas progressistes au sein de l'Église, qui estiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et faites par le prédécesseur qui ne devraient pas être faites, mais une situation qui pourra gérer au sein de l'Église. Mais s'il s'agit d'un pape qui choisit l'option beaucoup plus politique que religieuse, on va assister à
une perte de la foi chrétienne par rapport à cette idée de voir séparer la religion de la politique. Et déjà, quand... Mais là, vous avez dit quand même que c'est un chef d'État. Oui. Qu'on le veuille ou non. Alors, le consultant géopolitique que vous êtes, vous l'avez dit également, le Vatican, avant tout autre, c'est également un État dans un État. Alors, on se rappelle que dans sa première prise de parole, il a parlé de paix. Paix, paix, c'était véritablement son exhortation. Politique ou alors religieux. Ou alors les deux vont de pair. Au niveau de la question de la paix, il faut dire que c'est l'un des sujets qui protège le comportement du pape sur la scène politique. Et il faut regarder que son prédécesseur avait pratiquement le même langage politique, pas politique forcément, mais paix, paix et religion. Pareil pour celui qui l'a précédé. Il n'y a pas eu vraiment de pape qui se soit impliqué dans les affaires politiques purement. Mais on se rappelle quand même de Jean-Paul II, la chute du mur de Berlin également. Donc, peut-être que peut-être Léon XIV sera dans le même sillage que le pape Jean-Paul II. Quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde actuellement, Morgane. S'il s'aventure sur ce terrain, il y aura quand même des difficultés sur le plan religieux. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Quand vous regardez la RDC, il faut dire que la présence et l'influence de l'Église catholique en RDC n'est pas à négliger. Pas du tout. Parfois, c'est même l'institution de cette Église qui détermine la véracité des résultats des élections, qui influence même le cours des élections. Il y a beaucoup de facteurs qui montrent que l'Église catholique en RDC a beaucoup de poids. Et ça nous rappelle le rôle qu'a joué l'Église dans la gestion de la chose publique avant qu'on ne se retrouve dans l'État-nation où on a donné la primauté aux États d'être acteurs de la scène. Mais ce qu'on a fait aussi par ricochet, c'est de continuer à maintenir l'Église catholique, pour ne pas dire la religion, dans le dispositif politique en créant un État comme le Vatican et en donnant des capacités, des rangs d'acteurs politiques au pape. Donc je pense que c'est une problématique assez considérable. Pourquoi? Parce que si on appréhende l'impact et l'implication dans le domaine politique du pape, il va falloir à un moment donné permettre à d'autres religions d'avoir aussi cette capacité. Parce que quand vous regardez la scène internationale, il n'y a que l'Église catholique qui a cette capacité politique. Quand vous prenez l'islam, il n'y a aucune entité islamique aussi forte qui a cette capacité que le Vatican. Quelle que soit la religion que vous prendrez aujourd'hui, il n'y en a pas, ce n'est que le Vatican. Et je me dis donc, si on se retrouvait et on comprend aussi donc tout le tact que le Vatican met dans son comportement sur la scène politique. Et c'est un tact qui va devoir être maintenu si on ne veut pas assister à quelque chose peut-être de pas très constructif en matière de promotion de la paix, comme le fait l'Église catholique. Vous êtes consultant géopolitique. Je reste donc dans cette posture d'État. Le pape Léon XIV, élu le 8 mai 2025, a déclaré, je cite, « Un évêque ne doit pas être un petit prince assis dans son royaume ». Alors, selon vous, quel est le défi imminent de ce chef d'État religieux? Je pense qu'il va prendre sur lui la mission d'apporter non seulement l'espoir, mais la paix. Partout où la paix va se retrouver menacée. Ça, c'est très clair. Lorsqu'il fait de pareilles déclarations, cela annonce déjà tous les déplacements qui pourraient suivre. Et il est très jeune. On a vraiment eu un pape très jeune, hein? Il est vraiment jeune. Comparé aux autres, oui, il est assez jeune. Donc, je sens qu'il a toute l'énergie nécessaire pour aller partout où besoin se fera sentir. Mieux, je pense qu'il a aussi la latitude de faire un diagnostic constructif de l'Église catholique qui
selon certains sondages, serait en train de perdre quand même du terrain. Et récemment, lorsqu'on a vu les décisions progressistes de son prédécesseur, on a quand même vu des voix qui se sont levées au sein de l'Église, que ce soit en Afrique ou ailleurs, pour quand même protester contre un certain nombre de décisions ou d'initiatives qui ont été prises au niveau du Vatican. Ce sont des choses qui n'encouragent pas, et voilà donc les défis auxquels il va falloir s'attaquer de son côté pour que ce soit sur le plan religieux, l'Église catholique retrouve ses lettres de noblesse avec plusieurs autres personnes qui puissent adhérer, et que sur la scène politique, que cette Église reste uniquement dans son domaine, c'est-à-dire celui de la promotion de la paix et non forcément de l'implication politique qui pourrait prêter à confusion. Parce que c'est toute la difficulté du comportement politique de la papauté. Si c'est un comportement politique qui prête à confusion et qui semblerait montrer que la papauté penche beaucoup plus du côté d'un certain nombre de leaders que d'autres, alors là, je pense que cela mettrait en danger la chrétienté ou le catholicisme dans la plupart des pays qui vont se sentir être mis de côté par le comportement et les décisions de la papauté. Alors, pour certains spécialistes du Vatican, le pape Léon XIV est plus proche du défunt pape Jean-Paul II. Ils veulent pour preuve, quand Jean-Paul II est arrivé, il y avait ce problème, il y avait la guerre froide, c'était au temps de la guerre froide, et lorsque le pape Léon arrive aujourd'hui au pouvoir, on a ces tensions que nous avons du côté de Gaza, on a ce conflit russo-ukrainien, on a ce conflit en RDC, qui, ma foi, est piloté par, certains estiment qu'il est piloté par le Rwanda. Est-ce que ce chef religieux qui est également chef d'État pourra réussir là où son prédécesseur a échoué? Oui, déjà, je ne sais pas si on peut dire que son prédécesseur a échoué, mais il s'est quand même essayé. La possibilité de réussir existe. L'incertitude réside autour de l'option ou des différentes options qui seront faites et prises. Si les options prises contribuent réellement à résoudre les problématiques, il faudrait que la papauté ait suffisamment de tact pour que cela ne prête pas à confusion. Parce que une fois que cela va prêter à confusion, il y aura de sérieux problèmes. Aujourd'hui, déjà, tout le monde estime, pour ne pas dire certains acteurs estiment que ce processus d'élection, de désignation semble ne plus être voilà, au bout de tout le monde. C'est ça. Et là, on a déjà un problème par rapport à cela. Il y a des parties du monde qui estiment que, bon, écoutez, apparemment, cette affaire de leadership au niveau de la papauté n'est pas fait pour certains d'entre nous, mais beaucoup plus pour d'autres. Et d'autres estiment qu'il y a d'autres pesanteurs que des pesanteurs internes, qu'il y a, comme dans tout processus d'élection, des acteurs externes qui peuvent influencer le choix au niveau interne. Donc, il y a tant de situations ou de voix qui s'élèvent pour critiquer ce processus qu'on doit vraiment y mettre du tact pour maintenir la subsistance de l'institution qu'est le Vatican et sa papauté. Vous faites bien de parler de processus. Là, nous sommes du côté de l'Ukraine. Un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours proposé à la Russie par les Européens, la coalition européenne de soutien à Kiev et les USA ont fait une proposition à la Russie. Oui, c'est déjà très bien qu'on en arrive là. Il faut dire que pour le dénouement constructif de ce qui se passe en Ukraine, il y a des acteurs qui doivent être à la table de négociation. Les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Et il faut dire qu'au départ, le reste du monde observe. Il faut dire qu'au départ, l'Union européenne était écartés, voilà. Et là ils sont de retour dans la balance et font une proposition. Ça veut dire que la diplomatie européenne a véritablement joué, les lignes ont bougé, Macron ne s'est pas croisé les bras. Oui, et il a certainement compris que c'est toujours mieux de faire cela derrière les caméras
que de vouloir passer par les médias et se lancer dans des interactions ou bien des bras de fer qui ne sont pas forcément constructifs. Et là, je tire chapeau à la diplomatie de l'Union européenne qui, au terme de tout, va faire partie du processus. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Ce qui est proposé convient naturellement à l'évolution des échanges et des discussions. Et je suis certain que aujourd'hui tout est réuni pour que la Russie, les États-Unis et l'Ukraine et l'Union européenne s'asseyent. L'Ukraine a déjà signé l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Et le langage de Donald Trump change déjà. Hein, naturellement, dans cette guerre aussi. Il est déjà en train de changer sa façon de percevoir l'Ukraine, de percevoir l'Union européenne. Et là, il reprend maintenant de service dans une perspective d'entente. Donc, je pense que c'est une proposition qui sera étudiée, certainement pas acceptée telle qu'elle. La Russie va jouer son rôle, faire en sorte que ses intérêts soient défendus et on aura un accord sur pas seulement la paix, mais la reconstruction de l'Ukraine. Oui, mais Morgane, avec votre permission, le fait que cette proposition se fasse le jour où la Russie célèbre sa victoire sur l'Allemagne nazie, est-ce un hasard de calendrier ou alors tout a été planifié ainsi? Alors, je ne pense pas que l'Union européenne planifierait soumettre cette proposition à la Russie comme un cadeau d'anniversaire, de célébration de sa victoire, parce que l'Union européenne, bien que consciente du fait... Ils auraient pu le faire peut-être 2 jours avant. Oui. Mais pourquoi ce jour-là? C'est pour ça que je dis, il y a de fortes chances, du point de vue de l'Union européenne, que ce soit une coïncidence. Calendrier. Voilà. Hasard de calendrier. Hasard. Mais du point de vue de la Russie, je pense que certainement la Russie a tout fait pour que ce soit ce jour-là. Parce que, en tant qu'entité qui reçoit la proposition, elle est en droit de dire, je veux recevoir votre proposition tel jour, tel jour. Je fixe notre rencontre tel jour. Et avec son allié, les États-Unis, en griffe, alliés sur ce sujet, je pense que c'est vite fait de recevoir la proposition un jour pareil. Est-ce que c'est un symbole qui représente beaucoup? Pas pour tous les acteurs. Pour l'Ukraine, ça ne représente pas grand-chose. Pour l'Union européenne, ça ne représente pas grand-chose. Pour la Russie, c'est très important. Et pour les États-Unis, bon, tant que on a signé avec l'Ukraine et que il y a beaucoup de perspectives d'échanges commerciaux avec la Russie, parce qu'il faut rappeler que les États-Unis aussi sont intéressés par ce qu'il y a sur le sol russe. Tant que tous ces paramètres sont incorporés, je pense que tout va bien. Oui, mais lorsque vous regardez un peu le comportement de la Russie, l'analyse, le consultant en géopolitique que vous êtes, est-ce que la Russie semble vouloir mettre fin à cette guerre? Vous savez, la Russie, de façon objective, n'a pas intérêt à ce que la guerre se poursuive. Et pour la Russie, il y a une victoire. Encore que c'est tout un débat. D'accord? Tout dépend de la conception de chacun d'une victoire. Mais la Russie admet, convient qu'elle a pris le dessus, qu'elle a su assurer cette période conflictuelle. Donc, est-ce qu'elle veut mettre fin à la guerre? La réponse est oui. Parce qu'elle a intérêt. Les peuples russes ne vont pas rester dans une ombre, dans un spectre de la guerre toute leur vie. Non. Les Russes sont aussi fatigués de la guerre, tout autant que les Ukrainiens. Et donc aujourd'hui, le président Poutine a intérêt à mettre fin, mais à mettre fin à la guerre de façon à ce que il ait des éléments à présenter au peuple russe par rapport au gain dans toute cette aventure. Parce que la Russie a perdu des soldats. Il y a beaucoup de situations ou de familles qui ont été endeuillées. Et donc, il va falloir dire à quoi cela a servi, montrer à quoi cela a servi. Et donc, la Russie a intérêt à ne pas mettre fin aux choses sans avoir garanti plusieurs avantages stratégiques. Et quand on parle d'avantages stratégiques, on parle de territoire, on parle de processus de reconstruction d'un certain nombre de zones ukrainiennes et on parle aussi de la levée des sanctions
qui pourrait permettre à la Russie de reprendre un nouveau souffle. Et ça, je pense que c'est un facteur. Oui, mais vous parlez de levée des sanctions. Lorsqu'on a un peu suivi le porte-parole du Kremlin sur la chaîne américaine ABC, elle a estimé que le cessez-le-feu devrait passer par l'arrêt des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Mais à aucun moment, il ne parle de la levée des sanctions. Oui, vous savez, c'est ce qu'on appelle faire une proposition parce que nous sommes en pleine négociation. Demander la levée des sanctions comme ça, c'est dire, bon, écoutez, ça me fait souffrir. Je veux que vous levez vos sanctions. On ne le fait pas officiellement. Voilà. Mais on le dit officieusement. Techniquement. Parce que on demande aussi quelque chose officiellement qui semble difficile à donner. L'arrêt de livraison d'armes à l'Ukraine, objectivement, c'est pas possible là tout de suite. Et donc, peut-être, dans les coulisses des négociations, il va falloir proposer à la Russie une levée des sanctions, même si ce n'est pas toute, et espérer que la Russie comprenne et continue les négociations sans pour autant exiger l'arrêt des livraisons. Il faut déjà dire que du côté des États-Unis, la livraison, si elle ne s'est pas déjà arrêtée, elle a pris un coup de ralentissement. Donc, c'est déjà suffisant. Donc, je pense que c'est juste une perspective de pouvoir ouvrir des négociations et d'avoir des éléments d'échange. Pour sortir de ce sujet, la Russie a déclaré, je cite, réfléchir sur la proposition. Réfléchir. Oui, c'est juste ce qu'on Est-ce que c'est pas faire marcher les Européens et les alliés, là? Non, je pense que la Russie a déjà réfléchi. Réfléchir sur la proposition, c'est dire, écoutez les gars, si je peux me permettre de m'exprimer en ces termes, il va falloir mettre d'autres choses sur la table de négociation. Donc, chercher un peu à comprendre mes intérêts. Parce que si mes intérêts étaient déjà très visibles, je n'aurais pas besoin de réfléchir. Mais là, ce que vous m'offrez m'amène... Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. C'est un message assez compréhensible et je suis persuadé que l'Union européenne a perçu le message et que l'Ukraine aussi et qu'ils sont en train de réfléchir à quoi d'autre mettre sur la table de négociation. Alors, là, nous nous rendons du côté de l'Arabie Saoudite. Avant sa rencontre avec Donald Trump, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Riyad et à Doha. Bien avant l'arrivée de Donald Trump au Moyen-Orient, l'Iran a voulu ménager sa monture. Oui, c'est très important, surtout que le président Donald Trump représente un partenaire important pour l'Arabie Saoudite, un partenaire très stratégique. Pour le Qatar. Exactement. Surtout pour maintenir un certain élan de l'Arabie Saoudite dans la zone géographique concernée. Et ça, c'est important que le pays mette les petits plats dans les grands, afin d'avoir non seulement une très belle, un très beau cadre, d'échange, mais surtout d'avoir des éléments séduisants à proposer au président Donald Trump, qui est beaucoup plus orienté business que toute autre chose. Donc, je pense que l'Arabie Saoudite est en train de voir quels sont les éléments d'affaires à mettre sur la table et à offrir au président Donald Trump pour renforcer les liens entre les deux États. Alors, pourquoi le choix de l'Arabie Saoudite pour ce rendez-vous important, le choix de Riyad et de Doha? Il aurait pu choisir peut-être la Turquie, peut-être les Émirats Arabes Unis, peut-être. Mais pourquoi le choix de ces deux pays, de ces deux royaumes? Les ressources. Les États-Unis continuent d'être intéressés par les ressources. Et il faut dire l'Iran aussi? L'Iran en a besoin. L'Iran en a besoin naturellement, d'accord, mais pas au même titre que les États-Unis. C'est-à-dire, les besoins de l'Iran sont largement au-delà de la capacité de l'Iran. Et là, je vais m'expliquer. Ouais. Sur le plan financier, quand vous prenez l'Iran et les États-Unis sont capables d'acheter beaucoup plus au niveau de l'Arabie. Sur le plan stratégique, quand vous regardez la capacité de l'Iran et des États-Unis à pouvoir influencer les décisions un peu partout dans le monde, les États-Unis continuent d'être devant
les capacités de l'Iran. Oui, mais dans la sous-région du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite n'a pas la même pêche, la même pêche que l'Iran. Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est justement ce qui justifie l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour les États-Unis et l'intérêt des États-Unis pour l'Arabie Saoudite. Parce qu'il s'agit ici de faire en sorte que les États-Unis se retrouvent avec un allié de taille qui pourrait défendre ses intérêts dans la région et même permettre que les États-Unis soient suffisamment présents pour agir à n'importe quel moment. Et on sait ce que cela représente dans une perspective d'action contre l'Iran qui serait peut-être en train de passer de façon totale et officielle à l'armement. Ça, c'est pour l'Arabie Saoudite. Et le Qatar, alors? Oui, le Qatar, il faut dire que... Ce sont des négociateurs en chef. Le Qatar s'est impliqué dans plusieurs situations conflictuelles ces dernières années, lui donnant ainsi le titre de deal broker. Et tout le monde veut un deal broker. On se souvient encore du coup magistral qui a été fait en rapprochant, en mettant dans une même salle le président Kagame et le président Tshisekedi, alors que tout le monde a essayé. Donc ce coup magistral et bien d'autres, on se souvient des frères ennemis qui avaient été, le nom m'échappe, mais le Qatar avait réussi à rapprocher ses frères ennemis. Les gens du Hamas, c'est l'autorité palestinienne. Exactement. Et quand vous voyez tout ça, vous vous dites que le Qatar, c'est un peu, dans la zone géographique concernée, c'est un peu comme le Togo, en Afrique de l'Ouest. Simplement que le Qatar a un deal broker avec beaucoup d'argent, alors que de notre côté, bon... il faut dire que les aptitudes diplomatiques... A pris beaucoup de paroles. Alors, nous allons évoluer sur ce sujet. Dans le dossier nucléaire aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu, qu'est-ce qui fait pourrir les États-Unis alors que c'est le même Donald Trump qui avait déchiré cet accord? Il faut dire que nous sommes en train d'assister à un témoignage vivant de ce que le multilatéralisme reste... un outil indissociable de l'interaction des peuples sur la scène internationale. On a beau avoir des hommes forts, ces hommes forts, pour maintenir la dynamique de l'influence des relations internationales, ont besoin de se retrouver dans un cadre de multilatéralisme. Le président Donald Trump, dans un premier temps, a cru certainement que en sortant du deal iranien, qu'il se pourrait que l'Iran subisse au point où l'Iran ne soit pas capable de poursuivre dans l'enrichissement nucléaire pour l'atteinte de l'arme nucléaire. Erreur. Très grave, dont il s'est rendu compte et qu'il a décidé maintenant de corriger cette erreur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit Alpha, il ne s'agit plus d'agir pour maintenant, mais d'agir à la fois pour maintenant et pour demain. Étant donné que la meilleure façon d'empêcher la prolifération nucléaire sous le coup duquel s'inscrit ce comportement des États-Unis et de la communauté internationale, c'est d'avoir un deal, mais ne pas se contenter d'avoir un deal, de se rassurer que la mise en œuvre et le respect de ce deal est assuré. Et c'est ce qui échappait aux États-Unis selon les informations que Donald Trump avait. Donald Trump a dit, mais écoutez, il y a un deal, mais sous ce deal, l'Iran ne fait que progresser dans son enrichissement nucléaire. Et il s'est avéré d'une certaine façon que il y avait de la matière pour réflexion dans les allégations du président Donald Trump. Et il a dit qu'il fallait renégocier ce deal. D'où la nécessité d'en sortir, mais qui n'était pas forcément nécessaire puisque la volonté était toujours là. Alors, dans cette partie du monde, même si vous allez me dire que le Pakistan n'est pas dans la zone du Moyen-Orient, mais le Pakistan est quand même frontalier avec l'Iran. Dans cette partie du monde, pourquoi c'est le fait que ce soit l'Iran qui soit désormais une force nucléaire inquiète
les Occidentaux, mais en l'occurrence les États-Unis? Parce que l'Iran a toujours montré ou démontré sa différence en matière de conviction et de perception vis-à-vis des États-Unis et de plusieurs autres États de la sous-région qui sont des alliés et des amis des États-Unis. Il faut dire que les déclarations d'hostilité de part et d'autre entre les États-Unis et l'Iran sont connues de tous. L'Iran n'aime pas les États-Unis et les États-Unis n'aiment pas l'Iran. Mais l'Iran aime le Pakistan. Le Pakistan aime l'Iran. Voilà, disons, on peut l'admettre. Disons les choses comme ça. Voilà. Et donc, malgré le fait qu'ils ne s'aiment pas, ils doivent s'entendre pour que cette absence d'amour ne se transforme pas à des velléités qui puissent nuire aux populations, en fait. Et c'est là la grande difficulté ou l'équation à résoudre qui pourrait expliquer le besoin de multilatéralisme, de trouver un deal et d'ensemble de décider à coopérer pour que ce deal soit respecté. Est-ce que c'est une méthode efficace et efficiente? Le débat est ouvert parce que les États, dans leur formation et dans leur essence, font des deals, mais poursuivent toujours leur intérêt absolu. Alors, pour sortir de ce sujet et mettre la clé sur le paillasson, dites-nous un peu, monsieur le consultant en géopolitique, pourquoi le président américain est toujours en mode provoque, surtout s'agissant de l'Iran. Là, maintenant, sa nouvelle trouvaille, c'est de changer la domination de cette partie du globe. Pour lui, ce serait le golfe arabique, ou alors le golfe d'Arabie, ou plutôt que le golfe le golfe persique. Oui. Le président Donald Trump est dans son rôle et sa politique. Vous savez, c'est l'un des rares leaders américains qui procède par provocation et ça lui permet toujours de réajuster sa politique. Quand vous regardez le président Donald Trump, à chaque fois qu'il a eu à provoquer, il en est sorti quelque chose de constructif, pour lui surtout. Prenez la situation avec le Sud-Coréen. Ouais. Oui. Ah ouais. C'était lors de son premier mandat, ça a produit quelque chose. Prenez la situation avec les présidents africains ou les États africains. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, il y a des retours sur investissement. Donc, je pense que quand vous prenez aussi le cas avec la Russie, la Chine également, malgré le fait qu'il ait décidé d'aller en guerre commerciale avec la Chine, il a trouvé le moyen de faire en sorte que la Chine soit tenue plus ou moins en respect et de redéfinir le processus d'échange, les échanges. Et quand il a décidé, avec cette question des taxes, à ne plus se retenir, lorsqu'il a balancé les taxes, tous les États pratiquement concernés sont venus le rencontrer aux États-Unis pour renégocier. Et donc, aujourd'hui, il a des deals avec la plupart de ces États, mais des deals qui conviennent à ses aspirations en tant que dirigeant. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans cette partie. Mais est-ce qu'elles vont tenir, ces aspirations tiendront-elles dans la durée? C'est le travail magistral que tous les experts devront faire au niveau des États-Unis. Comment faire en sorte que ce soit des accords durables plutôt que des accords qui vont durer le temps du mandat du président Donald Trump, parce que la plupart risquent de le faire. On a vu ce qui s'est passé lors de son premier mandat. Lorsque le président Joe Biden était arrivé, il a remis en cause tout ce qui avait été fait par le président Donald Trump. Et je pense que les États-Unis méritent beaucoup mieux et que ce serait plus constructif aujourd'hui qu'ils non seulement écoutent ces experts, mais que les experts travaillent à faire en sorte que la plupart de ces deals s'inscrivent dans la durée plutôt que dans la période de leadership. Pourquoi? Parce que il faut prendre en compte toutes les aspirations du peuple américain. Et les aspirations du peuple américain, ce ne sont pas des aspirations qui visent à développer l'économie américaine pendant que le président Donald Trump est là, mais c'est des aspirations qui visent à améliorer la vie
des Américains pour le reste des années à venir, même si il faudra qu'il y ait un autre président pour continuer l'œuvre, mais que l'essentiel soit fait pour que la politique soit une continuité et non une rupture, et une rupture encore pour reprendre tout le processus, pas forcément à zéro, mais à un niveau assez inquiétant. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 12 mai 2025 où j'ai reçu pour vous Morgane Assogba-Metonji, consultant géopolitique. Merci Morgane. Merci, mais je me demande si le monde est vraiment déjà passé en 52 minutes. Ah oui. Le temps passe vite. Oh oui. Ce fut Surtout un plaisir. Voilà, retrouvons-nous la semaine prochaine pour décrypter d'autres actualités internationales. Ça se passe tous les lundis après-midi sur EZAE Télévision, la meilleure des web télé.